Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce bel amphithéâtre. Bonjour à toutes et à tous. Une table ronde très attendue sur l'apprentissage. Un peu dans le prolongement de ce qu'on a vécu ce matin, c'est-à-dire qu'on a parlé des ajustements. Là, on va faire un zoom sur l'apprentissage. L'idée, c'est d'avoir deux séquences. Une première, on va s'intéresser aux ambitions. On a parlé du 1 million d'apprentis. 1 million, c'est l'objectif. La question, c'est quel moyen et surtout quel retour sur investissement. Ça, c'est pour la première séquence. La deuxième séquence, quant à elle, sera beaucoup plus technique. L'idée, c'est de s'intéresser au prix de l'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, l'apprentissage est au juste prix? Donc on va parler bien évidemment régulation, on va parler fixation des niveaux de prise en charge. Et l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir en tête ce véhicule législatif de 2023. Et l'intérêt de l'université, c'est bien évidemment d'avoir le maximum, je dirais, de contributions. Et on aura l'ensemble des acteurs de l'apprentissage qui seront là pour donner leur point de vue. Donc je vous propose de lancer le jingle pour la première séquence. Et j'invite Axel Courned, conseiller formation professionnelle et apprentissage au ministère délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, ainsi que Laurent Munro, vice-président et secrétaire général de l'UDOP, ainsi que Maxime Dumont, conseiller confédéral, chef de file, formation continue, apprentissage pour la CFTC, de nous rejoindre. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir rejoints. Merci, Axel Courned, de nous avoir rejoints. Peut-être pour démarrer, une question très simple. Avez-vous les derniers chiffres de l'apprentissage? Avez-vous les derniers chiffres? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà le bilan de l'année 2022? Alors, suspense. Non. Non, puisque vous le savez, on a toujours un petit temps de décalage entre les retraitements nécessaires de la base des cas par la DARES. Les chiffres stabilisés définitifs sont attendus pour la fin février. En revanche, on a des premiers traitements statistiques qui montrent une évolution encore positive et même très positive, puisque dans le secteur privé, on atteindrait environ 830 000 contrats. C'est d'ailleurs un chiffre qui a été communiqué par la Première ministre en Conseil des ministres, qui reste à préciser, j'insiste, suite au retraitement de la DARES, mais on sait déjà qu'on aura une belle augmentation qui se situera aux alentours de 830-835 000 contrats pour l'année 2022. On est un peu à moins de 200 000 par rapport à l'objectif assigné par le président de la République. 1 million d'ici la fin du quinquennat. Alors, si on additionne l'investissement, c'est-à-dire si on additionne toutes les sommes dépensées pour l'apprentissage, et vous me voyez un petit peu venir, c'est-à-dire la question, je dirais, de l'effort, qui est un effort sans précédent, pour inciter à la fois les entreprises à recruter, à travers les aides exceptionnelles qui ont été pérennisées jusqu'à 2027, si on comptabilise aussi les dépenses côté France Compétences pour solvabiliser justement les niveaux de prise en charge des CFA, cet effort est considérable. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du retour sur investissement. Les indicateurs quantitatifs, on les a. Concrètement, aujourd'hui, qu'en est-il des indicateurs qualitatifs? Ce retour sur investissement, comment on le mesure? Et ça, c'est une question aujourd'hui récurrente des acteurs qui sont ici parmi nous. Alors, déjà, c'est intéressant qu'on parle d'investissement. Parce que véritablement, c'est comme ça qu'on le conçoit au sein du ministère. C'est un véritable investissement qu'on fait dans la jeunesse, dans la formation de nos jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'apprentissage, c'est de la formation initiale. Participe, c'est le Code du travail qui le dit, à l'effort éducatif de la nation. C'est un vrai investissement qu'on fait sur nos jeunes. Parler de retour sur investissement, quelque part, c'est parler de l'efficacité de cette voie de formation, et cette voie de formation, elle insère. Elle insère véritablement dans l'emploi, puisqu'on se situe sur les taux d'insertion de plus de 65%, on approche les 70% de taux d'insertion dans l'emploi suite à la diplomation par la voie de l'apprentissage. Elle insère plus vite aussi sur le supérieur. On se rend compte que lorsqu'un apprentissage est fait sur les niveaux du supérieur, eh bien, on trouve un emploi plus rapidement à l'issue d'un apprentissage que par une voie classique. Donc, on a un investissement qui est, c'est vrai, conséquent. Il y a une vraie volonté de soutenir cette voie de formation. Pourquoi? Parce que ce retour sur l'investissement, il est rapide et il est
visible, c'est l'insertion dans l'emploi. Mais par ailleurs, on a aussi un retour sur investissement intermédiaire, c'est que l'apprentissage favorise les poursuites d'études aussi. On sait qu'on a de vraies logiques de parcours qui s'initient dans la voie de l'apprentissage, et avec des poursuites de parcours sur les niveaux du supérieur qui, hors de la voie de l'apprentissage, auraient pu être plus compliquées. Donc on a une voie de formation qui effectivement nécessite qu'on la soutienne, qui nécessite qu'on la rende attractive parce qu'on s'est fixé des objectifs quantitatifs ambitieux, mais à juste titre, c'est parce qu'elle est efficace. Et on le constate dans les chiffres, mais les jeunes nous le disent, et je crois qu'on a gagné aussi une bataille là-dessus, hein, c'est que le retour sur investissement, il amène la confiance des jeunes et de leurs familles. Une enquête BVA qui est très révélatrice sur ce sujet, c'est que les familles plébiscitent, en tout cas sont plutôt favorables, voire très favorables à ce que leurs enfants, désormais, fassent des études, que ce soit sur les premiers niveaux de qualification ou sur les niveaux du supérieur, en apprentissage. Donc on a aussi un vrai changement d'image, de paradigme sur l'apprentissage qui est pour moi lié à l'efficacité de cette voie de formation. Alors il y a une révolution culturelle. Muriel Pénicaud, à l'époque, parlait de révolution copernicienne. Ce qui nous intrigue un petit peu, c'est la question, je dirais, de l'articulation entre des aides publiques et un marché, puisqu'effectivement, il s'agit bien là d'un système porté non pas par un appareil formatif monopolistique, mais bien par un marché. D'ailleurs, la loi Avenir professionnel a fait sauter tous les verrous, administratifs notamment, pour pouvoir effectivement dispenser l'apprentissage. Là aussi, c'est une question qui revient souvent, ce sont les effets d'aubaine. Que ce soit côté entreprise, des aides exceptionnelles, ou côté CFA, puisqu'il y a la question, par exemple, des marges qui se posent. Est-ce que, effectivement, c'est quelque chose, je dirais, qui est généralisé aujourd'hui? C'est quelque chose qui, au contraire, a la marge. Donc, toutes ces questions relatives aux effets d'aubaine, comment vous les appréhendez aujourd'hui? Nous, on les appréhende dans un système global. C'est-à-dire que, évidemment, dans toute politique publique de soutien, notamment financier, on ne peut pas nier qu'effectivement, il peut y avoir des effets d'aubaine. En revanche, nous, la manière qu'on a de le traiter, c'est qu'on s'est fixé on s'est fixé des ambitions quantitatives élevées, 1 million d'apprentis. On sait qu'on a un besoin de soutien pour entraîner cette politique publique apprentissage. Le rôle de l'État, c'est de parvenir à un système le plus équilibré possible, c'est-à-dire poser les systèmes de régulation qui limitent ces effets d'aubaine, tout en protégeant notre objectif premier qui est le développement croissant de l'apprentissage. Et c'est exactement ce qu'on a commencé à faire évidemment sur le précédent quinquennat et que on continuera de faire sur ce quinquennat en matière de régulation. Donc vous l'avez dit, il y a les niveaux de prise en charge sur lesquels on a un mouvement de régulation qui s'opère en lien avec France Compétences, et je pense qu'on y reviendra dans les débats. Et sur l'aide exceptionnelle, le choix, ça a été celui d'une aide lisible, claire, simple pour les employeurs. Nous n'avons pas, et il faut être très clair, constaté de pratiques, de changements de pratiques de la part des entreprises qui pourraient être tentées, par exemple, de rompre des contrats à la fin de la première année pour retoucher l'aide. Ce n'est pas quelque chose que l'on constate. Et pourtant, on a quand même de l'antériorité sur les aides exceptionnelles. Donc, quelque part, on a quand même un effet incitatif qui est avéré, réussi, mais sur lequel on a limité des pratiques, des effets d'aubaine sur lesquels on a travaillé aussi avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on ne constate pas d'effets d'aubaine à même de venir remettre en question la pertinence du choix qui a été fait par le gouvernement de soutenir cette voie de formation. L'accroissement du nombre d'apprentis, ça veut dire l'accroissement du nombre de formations réalisées en apprentissage et donc des perspectives d'insertion dans l'emploi plus grandes pour un plus grand nombre de jeunes. C'est un choix assumé et sur lequel aujourd'hui, je pense, on a réussi à limiter les pratiques qui peuvent questionner et sur lequel on continue un travail de régulation constant en lien avec les acteurs. Concernant le CFA, justement, concernant les marges cette fois-ci,
l'idée, c'est qu'effectivement, ces marges, ces excédents puissent être réinvestis dans l'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des données, vous pouvez déjà constater ce que les CFA font à travers notamment la remontée de la comptabilité analytique de France Compétences? Est-ce que c'est des choses qui sont suivies au niveau du ministère? Oui, bien sûr. Bien sûr, les données de la comptabilité analytique, elles sont analysées par France Compétences et Stéphane y reviendra certainement dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a entendu que on avait des fonds de l'apprentissage qui partaient dans des fonds d'investissement, etc. C'est pas constaté, c'est pas avéré, et c'est pas ce que nous montrent les données de la comptabilité analytique. Ce que nous montrent les données de la comptabilité analytique, c'est que les bénéfices qui peuvent être dégagés par les CFA sont majoritairement, très majoritairement, réinvestis dans la pédagogie de l'apprentissage, soit par des investissements directs, soit par de la constitution de fonds de trésorerie, dont on peut tout à fait imaginer qu'ils seront réinvestis à un moment. Alors, il faut préciser que c'est des données qui sont déclaratives. Mais ce que dans des proportions, le réinvestissement dans la pédagogie d'apprentissage se fait dans des proportions qui nous font affirmer que la fuite de l'argent des niveaux de prise en charge n'est pas avérée aujourd'hui dans le système de l'apprentissage. Ouais. Là, l'idée, c'est aussi de raisonner en perspective du véhicule législatif. On a beaucoup parlé d'ajustement ce matin. Concernant l'apprentissage, c'est la première fois où on a un objectif concernant le nombre d'apprentis. La réforme de 2018 n'avait pas fixé d'objectif. L'objectif, c'est 1 million d'apprentis. Est-ce que ça signifie qu'une fois que cet objectif atteint, on ferme l'enveloppe, c'est-à-dire on calibre, et on dit c'est à peu près 8 milliards, au regard effectivement du budget prévisionnel de l'année 2023. Ou au contraire, on garde le principe fondateur, celui qui consiste à dire un contrat signé égale un financement. Alors, c'est évidemment la philosophie de la loi de 2018 qui prévaudra et qui prévaudra toujours. Enfin, l'objectif d'1 million d'apprentis, on sera extrêmement heureux de le dépasser. Parce que, encore une fois, c'est une voie de formation dans laquelle l'État investit parce qu'elle est efficace. Si on fait plus qu'1 million d'apprentis, et je le souhaite, la philosophie de la loi 2018 prévaudra, c'est un financement pour chaque contrat. Donc non, l'objectif quantitatif, c'est un objectif, je pense, de mobilisation des acteurs qui nous donne de la perspective sur le quinquennat, qui nous permet aussi de cadrer nos travaux, de calibrer l'appareil de formation, de travailler avec les acteurs, notamment les réseaux de CFA, à l'augmentation croissante du nombre d'apprentis. C'est un objectif de politique publique, mais qu'on sera heureux de dépasser, toujours dans le cadre de la philosophie de la loi 2018. Concernant la méthode, il y a une loi, a priori, et en fonction, je dirais, de l'agenda social, aux alentours de la fin du dernier semestre. Peut-être que vous allez confirmer, ou peut-être pas, mais la question, c'est en termes de méthode, comment vous allez travailler sur l'apprentissage, notamment avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire, concernant ce sujet de l'apprentissage, comment vous voyez la thématique dans le cadre des concertations, donc plus globales, qui concernent d'autres thématiques. On a entendu la ministre, il y a un certain nombre de points qui vont faire l'objet d'ajustements. Sur l'apprentissage en particulier, la méthode, quelle méthode sera retenue ? La méthode sur l'apprentissage sera la même que la méthode du gouvernement sur l'ensemble du périmètre de la concertation. On travaille à définir les objets qui feront partie de ce prochain projet de loi. On s'intègre évidemment dans les éléments de l'accord interprofessionnel parce que les partenaires sociaux nous ont invités à réfléchir à des objets particuliers en matière d'apprentissage. Les ressources évidemment, mais je crois qu'il y a un sujet qui anime l'ensemble de l'écosystème. Les partenaires sociaux évidemment, mais également les réseaux de CFA. C'est des sujets aussi qui sont portés dans les opérateurs de compétences. À France Compétences, c'est le sujet de la qualité. Donc on fera évidemment, et on travaille déjà avec les acteurs sur ces sujets, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais la méthode de concertation, c'est évidemment répondre
faire des propositions concertées sur la base de l'accord interprofessionnel et faire remonter aussi de nos discussions et de nos travaux avec les acteurs un certain nombre de propositions que l'on discutera avec les partenaires sociaux. Merci Axel Cournad. On reviendra sur la régulation un peu plus tard, la régulation financière, et toutes les questions relatives au niveau de prise en charge, éventuellement parler des indicateurs nouveaux qui pourraient être introduits, qui sont en discussion aujourd'hui. Mais avant, on va se tourner vers les partenaires sociaux et je vais laisser Jean-Philippe prendre le relais. Très bien. En effet, M. Meunrot, M. Dumont, les partenaires sociaux sont engagés dans un processus de concertation. Vous avez participé à la rédaction de propositions. Quand on regarde ces propositions, le sujet de l'apprentissage n'apparaît pas formellement. Et donc, je souhaiterais un peu profiter de votre présence ici pour nous dire comment vous participez au niveau interprofessionnel à cette réflexion. Peut-être donner la parole à M. Meunrot concernant donc la trajectoire financière de l'apprentissage et l'apparition d'une manne financière de l'État qui vient renflouer France Compétences dans son budget qui repose actuellement sur les contributions des entreprises et qui à lui seul n'arrive pas à satisfaire le financement de la totalité du dispositif. M. Meunrot, je vous donne la parole. Je ne sais pas si je vais parler au nom des partenaires sociaux ou au nom de l'UDP, un peu des deux. Mais en tout cas, nous, on considère que c'est normal que l'État participe au financement de l'apprentissage parce que c'est une voie de formation initiale, on l'a rappelé. C'est une modalité de formation et il est quelque part normal que l'État apporte sa contribution aussi en face des contributions des entreprises qui ne peuvent pas être le seul à contribuer sur cela, puisque, on l'a dit, le diplôme, il participe aussi à la nation tout entière et aux compétences des futurs salariés, voire chefs d'entreprise dans certains secteurs comme les nôtres. Donc, nous ne voyons pas ça. Alors, j'ai dit, ce n'est pas forcément un déficit si on prend que l'apprentissage. Alors, on peut le considérer comme un déficit, mais il nous paraît normal que l'État vienne contribuer, comme il contribue à d'autres formes de formation initiale, avec l'éducation nationale ou avec d'autres, pour apporter cet enseignement qui est bénéfique. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on est conscient qu'il va falloir, et on parlera des régulations, mais qu'il va falloir trouver le juste coût des NPEC. Aujourd'hui, il était pour nous indispensable qu'il y ait un accompagnement des entreprises et des maîtres d'apprentissage pour qu'ils prennent des apprentis, parce que, et notamment pour la première année, souvent, c'est le moment où il faut que l'entreprise soit accompagnée parce qu'il y a un investissement réel de l'entreprise à prendre le jeune, à l'accompagner, d'autant plus quand il est jeune ou dans des faibles niveaux de qualification. Par accompagnement, vous voulez évoquer les aides qui accompagnent le développement de l'apprentissage. Et voilà, et la terminologie d'aide pour l'entreprise, je préfère utiliser l'accompagnement qui me va mieux parce que je trouve que c'est un effort réel de l'État qui apporte à l'entreprise la réalité de ce qui se passe, c'est l'accompagnement que l'entreprise apporte aux jeunes pour s'intégrer la première année dans l'entreprise, dans l'emploi. Peut-être alors voir du côté de M. Dumont pour la CFTC, peut-être pour la partie salariée, comment voyez-vous la place de l'apprentissage qui va naturellement occuper encore un peu plus de place dans les pratiques des entreprises, et comment abordez-vous, donc appréhendez-vous la phase de concertation sur ce sujet? Oui, alors pour la CFTC, d'abord, on est une organisation syndicale qui sont toujours extrêmement investis dans l'apprentissage. On a fait toutes les concertations il y a maintenant 6 ans en arrière. On ne peut que constater une chose, c'est de passer quand même en 6 ans de 144 000 apprentis à 830 000, je vous ai bien écouté, c'est quand même là déjà une victoire au démarrage. Après, la ministre le disait hier, ce qu'il faut, il y a l'aspect quantitatif, et là sur le quantitatif, le 1 million, je pense qu'on l'obtiendra, et il y a l'aspect qualitatif. Et je crois qu'il faut bien mettre les deux dans la même marche. Alors, nous, on estime que l'apprentissage, c'est effectivement, comme tu l'as dit, une formation initiale, mais c'est une formation initiale un petit peu particulière, puisqu'on a un contrat de travail et en même temps, on fait de la formation scolaire dans les CFA.
Partant de là, il y a des obligations qui doivent être faites au niveau des entreprises. La première, tu as parlé quand tu le disais des maîtres d'apprentissage et des tuteurs, c'est l'accompagnement. Là, moi, je parle de l'accompagnement humain, bien évidemment, je te laisse le financier. Résultat des courses, là, on voit qu'on pêche sur cet accompagnement. On a trop pris l'habitude en France de penser que les salariés qui étaient d'un niveau suffisant pour pouvoir effectivement accompagner un jeune apprenti qui ne connaît rien au monde du travail, qui ne connaît rien à la hiérarchie du monde du travail, et encore plus maintenant, on voit les problèmes de comportement, soft skills ou autres. Donc, partant de là, il faut que cet accompagnement il soit vraiment ciselé. Il faut que les personnes se sentent investies de quelque chose en tant que salariés compétents et sachant qu'ils peuvent redonner de l'information. À ce moment-là, ce n'est pas simplement la tape dans l'épaule qu'il faut faire au niveau de ces tuteurs ou de ces maîtres d'apprentissage, mais c'est les reconnaître par des qualifications professionnelles. Donc la formation obligatoire du tuteur, maintenant, elle y est, mais une semaine, mes amis. Donc il faut peut-être aller un peu plus loin par rapport à ça. Les faire évoluer également sur la pratique des métiers tels qu'ils sont enseignés dans les centres, dans les écoles et autres, parce qu'eux aussi, ils ont appris à un moment donné, mais tout évolue. Donc là aussi, il faudrait dégager du temps pour qu'ils puissent accompagner encore une fois mieux le jeune, et puis enfin, les reconnaître par des qualifications, je vous l'ai dit, professionnelles, certificats ou autres, qui leur donnent une reconnaissance financière et pas simplement la petite tape dans le dos, j'en reviens là. Pourquoi je dis ça? La ministre a été claire hier, 28% d'abandon. 28% d'abandon. Quand on regarde les raisons des abandons, on voit très bien que les raisons des abandons, c'est parce que le jeune, il n'a pas toujours été intégré comme il le fallait dans l'entreprise d'accueil, et il a été mis tout de suite au turbin, comme on dirait chez nous, et partant de là, il a été jeté là-dedans sans forcément être accompagné. La deuxième chose, dans les entreprises, et surtout les petites, alors ça ne va pas plaire trop à mon camarade, et pourtant il sait comment j'aime les petites entreprises. Mais dans les petites entreprises, souvent, on n'a pas le même maître de stage ou le même maître d'apprentissage qui suit l'apprenti. C'est un petit peu celui qui est là. C'est un petit peu tout le monde. Et puis, c'est souvent le chef d'entreprise qui, lui, est dans des considérations personnelles de la gestion de son entreprise difficile et qui n'a pas forcément trop le temps de faire du social ou de faire de l'accompagnement, justement. Donc là également, nous avons demandé à la CFTC, ça n'a pas été pour l'instant trop écouté par le gouvernement, mais on ne sait jamais, je vais en profiter. On a demandé que tout maître à l'apprentissage, quel que soit son niveau, tout maître à l'apprentissage et le chef d'entreprise de la toute petite entreprise passe au minimum la formation de tuteur ou de maître d'apprentissage parce que le côté pédagogique, ça ne s'apprend pas sur le cas de l'entreprise. Ça s'apprend, effectivement, ça s'apprend autre part dans l'éducation tout simplement. Et ce côté-là, le fait qu'on doit avoir cette philosophie-là permettra effectivement d'éviter peut-être les 28% de personnes, de jeunes en tout cas, qui quittent le monde de l'apprentissage. Alors vous avez commencé un peu à ouvrir la deuxième question sur laquelle je voulais vous entraîner, à savoir, puisqu'on nous annonce un véhicule législatif et une période de concertation, quels seraient donc les points d'inflexion, les points de correction sur ce développement qualitatif de l'apprentissage dans la seconde phase que pourrait offrir donc ce projet de loi. Peut-être M. Mudreau à nouveau en premier. Je ne vais pas répondre à Maxime, mais je voudrais quand même répondre un petit peu sur les ruptures, puisqu'on parle bien des ruptures de contrat, et les 27% que nous annonce. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des données précises sur l'origine de la rupture. Parce qu'on le sait que souvent, il y a des origines différentes sur la rupture. Et quelquefois même, c'est une simple rupture en fin de contrat parce qu'on a besoin de signer un autre contrat et qu'il faut qu'on coupe avec celui qui était en cours. Donc déjà, c'est certains pourcentages comme ça. Et il y a d'autres qui sont sur le timing. C'est vrai qu'il peut y avoir des problématiques en entreprise, et ça, on ne va pas le nier. Et aussi les jeunes qui peut-être découvrent un métier qu'ils ont choisi. Alors là, on va revenir sur l'orientation dont on parlait tout à l'heure, quelquefois, soit par défaut, soit par erreur, parce qu'ils se faisaient une idée d'un métier, et puis que c'est pas tout à fait ce qu'ils découvrent. Donc il y a plein de choses, et moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir des statistiques un peu plus précises sur les ruptures de contrat pour un peu cibler et pouvoir justement orienter nos décisions, pour le cas, là-dessus, pour essayer de pallier à ces ruptures, c'est important. Après, sur ce qu'on doit faire, je crois qu'il faut continuer à affiner cette réforme.
elle a eu au moins le mérite de revaloriser l'apprentissage dans son ensemble. Elle n'a pas forcément profité au plus bas niveau de qualification, et c'est certainement pour nous ce qu'il faut qu'on s'attache encore plus à faire aujourd'hui. Le gros des nouveaux apprentis, c'est quand même dans les niveaux supérieurs aujourd'hui. Alors je ne sais pas, vous avez parlé d'effets d'aubaine, des organismes de formation peut-être, mais il n'y a pas que ça. Et en tout cas, de toute façon, c'est toujours bien que cette formation par alternance soit mise en œuvre, parce que pour les entreprises, ça veut dire plus de professionnalisation derrière, plus d'adaptation à l'emploi qui va être proposé par la suite. Et de toute façon, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour le jeune. Donc, quel que soit cela, c'est parfait. Après, il faut certainement qu'on aille un peu plus loin. Les problématiques de financement, c'est une chose. Il faut qu'on s'attache au qualitatif encore plus aujourd'hui sur la formation, peut-être sur les certifications, sur ce genre de choses. On a essayé de dire des orientations là-dedans dans les propositions qui ont été faites. La formation des maîtres d'apprentissage, certainement qu'il faut aller un peu plus loin. Elle existe déjà, encore une fois. Elle existe même dans certains diplômes où elle est intégrée au diplôme lui-même que peut avoir le chef d'entreprise avant de devenir chef d'entreprise. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin là-dessus pour que, dans notre pays, l'apprentissage ne soit pas considéré comme il l'a été quelquefois, comme une voie de garage ou dévalorisé. Et puis, moi, je veux dire deux mots. On a entendu parler tout à l'heure de la réforme des lycées professionnels. Et j'espère que cette réforme de lycées professionnels ne sera pas une nouvelle fois une façon de un peu dévaloriser l'apprentissage. Parce qu'on a l'air, ici on l'a entendu, on a entendu un peu le tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on dit, d'un côté il y a l'apprentissage et de l'autre il y a la voie professionnelle. Moi, je n'aime pas entendre ça. La voie professionnelle, c'est d'aller vers une formation qui emmène plus rapidement vers un emploi, mais la modalité de formation, ça peut être l'apprentissage ou ça peut être la voie scolaire. Et il faut bien qu'on arrive à apprendre ça comme cela pour ne pas qu'il y ait des dérives. Et je me suis déjà exprimé là-dessus, mais le fait qu'on dise qu'il va y avoir une gratification aux jeunes parce qu'il va aller faire des stages en entreprise. Un stage en entreprise, ce n'est pas non plus un contrat de travail comme on l'a dans l'apprentissage. Alors déjà, il y a le timing, il y a le temps, mais il y a aussi ce que va se donner à faire dans l'entreprise le maître d'apprentissage, enfin pour le coup, le maître de stage, non pas le maître d'apprentissage. Il n'ira pas aussi loin dans les travaux qu'il va donner. Normalement, c'est quasiment que de l'observation. Alors, on ira peut-être un petit peu plus loin. Moi, je vois mal sur certains métiers comment on va faire pour prendre un stagiaire chez un couvreur et aller le mettre sur un toit d'une maison pour voir ce qui se passe. Ça ne sera pas possible. Je prends des cas extrêmes. Donc, il va bien falloir analyser métier par métier comment ça doit se passer. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire ça avec l'éducation nationale dans la nouvelle réforme pour ne pas que cette réforme des lycées vienne percuter les bons résultats qu'on a sur l'apprentissage aujourd'hui. Je pense qu'on vous se retournera vers vous pour en savoir plus. Monsieur Dumont, sur ces points de vigilance, ces inflexions peut-être de cette trajectoire de l'apprentissage d'un point de vue qualitatif? Oui, je rejoins quand même là pas mal de points qui viennent d'être dit. Ce que je peux dire, tout à l'heure, vous avez fait une remarque en disant que vous n'aviez pas remarqué au niveau du ministère, en tout cas, qu'il y avait eu un effet d'aubaine sur les 6 000 et 8 000 euros qu'il y avait avant. C'est pas vraiment vrai, puisque les contrats de professionnalisation ont baissé de 48%, alors que les contrats d'apprentissage ont augmenté de 52%. Un mois après que la décision budgétaire de mettre 6 et 8 000 ont été faits. Ce qui prouve d'ailleurs que nos chers employeurs, ou trop chers employeurs, des fois on dit, qui parfois nous disent on n'a pas la vision, en un mois de temps, là, dis donc, ils l'ont eu. Donc, si, il y a eu un effet d'aubaine, bien évidemment qu'il y en a eu un. Voilà. Mais l'aide maintenant unique de 6 000 est une très bonne chose. Ça, par contre, c'est une très bonne chose parce que ça permet effectivement de remettre les choses à l'étal. On a entendu aussi la ministre hier qui nous a dit d'ailleurs sur ce point qu'il n'y aurait pas qu'un seul contrat. On resterait sur 2 contrats. Elle a été très très claire. Au moins, la messe est dite, c'est fini, on n'en parle plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, les contrats d'apprentissage, la problématique qu'on rencontre également, c'est le fait qu'on manque de terrain de stage, on manque de terrain d'apprentissage, on manque d'entreprises qui s'investissent dans l'apprentissage. Alors, j'allais dire, dans l'ADN de l'UDP, ça n'a pas de souci, ça a toujours été champion de l'apprentissage, mais par contre, ce n'est pas dans l'ADN des autres entreprises. Et on voit que
au niveau effectivement des établissements scolaires ou autres, ils ont beaucoup, beaucoup de mal et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes, des fois, abandonnent l'apprentissage pour revenir en milieu scolaire parce qu'ils n'ont pas trouvé le terrain de stage, tout simplement. Et là, justement, vous parliez, je fais le parallèle avec la réforme de la réforme des lycées professionnels qui vient d'avoir lieu, sur laquelle j'ai eu la chance de me trouver également, qui font qu'on a une autre difficulté. C'est que les CFA, qui aujourd'hui sont quand même bien pourvus en termes d'apprentis qui viennent, quand on leur demande de nous donner les chiffres sur les retours à l'emploi, c'est-à-dire sur le moment où quand le jeune il a fini son diplôme, est-ce qu'à 6 mois il est toujours en emploi, ou il a trouvé un emploi, est-ce qu'à 1 an il est aussi, on a des très bons chiffres, et c'est tant mieux. Sauf que, malheureusement, il faut toujours regarder un petit peu le revers du tableau, malheureusement ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a énormément de jeunes qui n'arrivent pas à suivre au niveau où ils devraient suivre pour arriver jusqu'au bout de l'examen et l'obtenir. On a énormément de centres qui se séparent d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas compliqué, du jeune, ce qui fait qu'il ne rentre plus dans les statistiques de est-ce que j'ai obtenu mon diplôme à la fin ou pas, est-ce que je suis dans l'emploi à la fin ou pas. Mais par contre, ces jeunes-là se retrouvent en lycée professionnel. Les profs de lycée professionnel se retrouvent avec des jeunes extrêmement difficiles à gérer, mais très difficiles à gérer, qui ne sont pas motivés, et qui en plus n'arrivent pas à trouver leur voie. Et donc ça crée, et ça a été dit au niveau du ministère de l'Éducation nationale lorsqu'on a travaillé sur ce dossier qui vient juste de se terminer presque, hein, on peut le dire, ça a été dit parce que c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de très important. Donc je crois que là, on a tous, dans l'intérêt de nos jeunes, on a tous effectivement à regarder comment on peut encore une fois accompagner au mieux, et cet accompagnement, il se fait en premier dans l'orientation scolaire à partir de la 3e. Et là, il y a des choses à faire. On a demandé au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir avoir, à partir de la 3e, des directeurs de CFA ou des profs de CFA, d'avoir des directeurs ou des profs de lycée technique qui participeraient à l'orientation pour donner une information sur les diverses formes de l'enseignement. Et là, je te rejoins alors 1000 fois de ce que tu as dit tout à l'heure. Il ne faut pas les opposer, c'est les mêmes. C'est pour arriver à un seul but, faire de l'emploi à nos jeunes. Eh bien, ça a été refusé. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Il faut impérativement que tout le monde se parle et que les parents, qui sont quand même ceux qui orientent leurs gamins, c'est clair, hein, c'est comme ça que ça se passe, surtout quand ils ont 14 ans, il faut que les parents l'entendent, qu'il n'y a pas des filières nobles et des sous-filières qui seront, en fin de compte, si tu n'es pas très bon et que tu n'as pas 16 de moyenne, c'est pas la peine, tu iras en apprentissage. C'est pas ça la vie. Alors heureusement, ça a changé énormément, la preuve, avec le nombre d'apprentis qu'on a maintenant. Cette vision a changé, mais il y a encore du boulot à faire. Et avec les ministères qui doivent travailler ensemble et non pas en silo. Axel Courned, on a entendu un petit message sur le jeu de vase communicant entre la réussite de l'apprentissage et l'apparition de la filière des lycées professionnels qui pourrait, à un moment donné, avoir des effets collatéraux sur ce développement de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Sans refaire, je pense, la table ronde qui a eu lieu, mais on entend la crainte. D'ailleurs, elle nous a été directement adressée. En revanche, je pense que ce que vous avez dit est très vrai. On reste sur des publics qui sont d'abord extrêmement différents. On rentre plus jeune en lycée professionnel. On est moins mature et on le sait, c'est des jeunes qui rentrent en lycée professionnel qui ont des difficultés sociales beaucoup plus importantes que les autres. Donc l'accompagnement que leur offre le système scolaire est justifié. Et puis ensuite, on a des modalités pédagogiques qui sont fondamentalement différentes. L'apprentissage, c'est un contrat de travail, vous l'avez dit. C'est un engagement entre l'employeur et son apprenti, ce que n'est pas la période de stage, de PMFMP, comme on l'appelle effectivement, dans la voie scolaire. Par ailleurs, un apprentissage, là encore, le contrat de travail, l'unicité de l'employeur, elle est importante parce que, vous le regrettez d'ailleurs, peut-être qu'il y a des accompagnements qui ne se font pas suffisamment, mais je pense que les employeurs s'engagent avec leurs apprentis. C'est une réalité. Dans le cadre de la voie scolaire, vous avez plusieurs maîtres de stage dans un même cursus. Et l'engagement, le niveau de production que fournit le jeune est différent. Par ailleurs, même si on allait jusqu'à une augmentation de 50% du temps de stage dans la voie scolaire, on reste sur des temps d'entreprise qui sont largement inférieurs à ceux de l'apprentissage. En moyenne 20 semaines d'écart, c'est énorme. Donc on a deux voies de formation qui sont fondamentalement différentes, qui s'adressent à des publics différents et qui ne se percutent pas.
mais dont on a la conviction qu'elles peuvent se compléter. Aujourd'hui, la passerelle entre l'un et l'autre est compliquée. Elle se fait mal, elle est mal organisée. Ce qu'on veut faire à travers la réforme de la voie professionnelle, c'est faire en sorte qu'à un moment, si le jeune le souhaite, si son parcours le commande, il puisse passer en apprentissage. Que le cursus qui est débuté dans la voie scolaire, soit se finisse dans la voie scolaire, soit puisse à un moment se terminer par de l'apprentissage. On n'impose rien, on n'oppose pas, on souhaite uniquement que les deux voies se complètent finalement et que de l'un on puisse passer à l'autre dans une vraie logique de parcours, parce qu'à un moment il peut y avoir une volonté de poursuite d'études qui se fera plus facilement dans l'apprentissage, parce qu'il y a une maturité qui a été acquise au sein de l'enseignement professionnel scolaire qui justifie qu'on peut aller vers l'employeur désormais et donc vers les obligations du contrat de travail. Mais notre démarche n'est pas une opposition de ces deux voies de formation, parce que vous l'avez dit, et la ministre l'a très bien dit d'ailleurs dans son discours, la finalité est la même, c'est l'insertion professionnelle et la poursuite d'études. Donc on se met dans une vraie logique de parcours, où on a un succès qui est celui de l'apprentissage, il est indéniable, il insère efficacement, il a la confiance de ceux à qui il s'adresse, les jeunes d'abord, mais vous l'avez dit, Monsieur Dumont, les parents. Aujourd'hui, il est compliqué de passer d'une voie à l'autre. Ce que l'on souhaite, c'est faire en sorte que ça soit le plus naturel possible et que la voie scolaire soit une voie qui puisse conduire à l'apprentissage lorsque c'est nécessaire. Merci. La première séquence est terminée. Merci Monsieur Munro, merci Monsieur Dumont. Je vais inviter la régie à lancer le jingle afin que la deuxième séquence puisse être lancée. Merci, monsieur. Pour cette seconde séquence, j'appelle Stéphane Lardy, directeur général de France Compétences, David Deray, directeur emploi-formation à l'UMM, Nicolas Rivier, directeur de l'alternance de l'OPCO Atlas, et Patrick Chemin, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Merci, monsieur. Prenez place. Monsieur Stéphane Lardy, aujourd'hui tous les regards sont braqués sur France Compétences au sujet de l'encadrement des niveaux de prise en charge. Alors, vous avez l'habitude de le dire, ce n'est pas France Compétences qui fixe les niveaux de prise en charge, ce sont les CPNE, enfin, les branches professionnelles, les CPNE. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir de recommandation. Ce pouvoir de recommandation est très structurant. Et on va parler méthodologie. On va parler méthodologie. Les branches, les CPNE, pardon, je ne devrais pas dire branches, les CPNE se sont appuyés pour la première fois sur les données issues des remontées des comptabilités analytiques des CFA et ont dû communiquer à France Compétences leur méthode de détermination des niveaux de prise en charge. La question est simple. Quels enseignements France Compétences en a tiré aujourd'hui ? Alors, question simple, réponse compliquée. Non, ce n'est pas qu'une boutade, parce que l'exercice est compliqué. On a déjà un peu évoqué ce matin. Je pense que nous sommes dans un apprentissage collectif pour France Compétences, pour les CFA qui nous font remonter leur comptabilité analytique, et pour les CPNE qui fixent les niveaux de prise en charge, alors qu'effectivement, on leur a donné le résultat de nos analyses des comptabilités analytiques, c'est un prix de revient sur une certification. Donc, je pense que nous, on remonte à peu près, il y a 216 CPNE qui nous remontent des niveaux de prise en charge. Donc, l'exercice que nous avons commencé en décembre 2021, c'est 40 000 valeurs qui remontent, puisque bien évidemment, une CPNE va remonter plusieurs niveaux de prise en charge en fonction du nombre de certifications dans laquelle elle a des apprentis. Donc on peut avoir des CPNE qui ont beaucoup d'apprentis dans beaucoup de certifications, donc qui nous remontent beaucoup de valeurs. Donc nous, notre analyse est toujours sur une base de coûts moyens, mais là, effectivement, on a introduit pour la première fois l'observation issue de notre analyse des comptabilités analytiques. Donc, qui a fait l'objet d'une décision du conseil d'administration le 30 juin 2022, avec une première baisse qui a été effectuée. Et puis, comme l'a évoqué la ministre, là, on devait avoir
une deuxième baisse au CA du 2 février qui est reportée, ce qui va nous permettre d'aller plus en granularité, donc je répète ce que j'ai dit ce matin, plus en granularité sur des écarts que nous constatons entre un prix de revient et un niveau de prise en charge qui nous est fixé par une CPNE. Ça a été évoqué précédemment par Maxime Dumont, Laurent Munro et Axel Cournette sur effectivement des marges qui sont faites par différentes structures. Je rappelle que les structures des CFA, c'est toujours des structures, j'allais dire, entre guillemets, traditionnelles de celles qu'on est, les consulaires, ce sont des structures associatives. On a effectivement un certain nombre de CFA qui se constituent en société commerciale, mais c'est vraiment pas la majorité. Et donc notre objectif, c'est de regarder aussi comment se répartissent ces marges. Alors on voit des choses, on voit déjà des choses, vous l'avez évoqué, c'est que la plupart des marges, elles sont réinvesties dans le CFA, soit comme l'a évoqué Axel, dans des formes de fonds de réserve, pour effectivement, c'est des fonds de roulement pour le CFA lorsqu'il va effectivement réinvestir ou accueillir plus d'apprentis. Donc nous, on doit regarder un peu plus en granularité et donc nous donner un peu plus de temps donc pour regarder effectivement comment se passent ces écarts. Est-ce que il y a, enfin, je crois moi je l'ai déjà dit, la comptabilité analytique c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on pourra voir sur un CFA. Ça a été évoqué la question de la qualité de l'apprentissage, la qualité pédagogique. Et donc nous on commence à travailler sur notamment des formes d'appariement entre les données collectées sur la comptabilité analytique et ce qu'on peut trouver sur un Serjeune par exemple. Voilà, mais bon, après, c'est pas du presse-bouton, hein, donc voilà, ça se fait pas comme ça. Un traitement de la donnée, il faut la rendre propre, il faut la retraiter et faire une enfance. Mais voilà, bon, un Serjeune peut être un élément qui va nous permettre d'introduire des éléments de qualité. Alors, dans un Serjeune, on voit pas uniquement le taux d'insertion, on voit effectivement ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la capacité pour le CFA d'accompagner le jeune dans un processus de formation jusqu'à son examen. Parce que le risque, autrement, si vous mettez que des taux d'insertion et des taux de réussite aux examens, vous faites vraiment des systèmes qui sont très sélectifs. Ou alors où vous allez avoir un CFA qui va dire je ne prends pas potentiellement des jeunes qui seraient moins bons parce que je vais avoir de très bons résultats aux examens. Donc la capacité d'un CFA, comme le fait l'éducation nationale, hein, quand vous avez la cotation des lycées, eh bien, ils regardent un taux d'accompagnement, la capacité, et donc là, pour nous, la capacité. Donc voilà, c'est tous ces enjeux qui sont autour de... Alors, c'est pas qu'on va pas faire ça pour le mois de juillet, hein, donc voilà. Mais on commence à y travailler, parce que je pense que ça a été dit précédemment, c'est vraiment un de nos enjeux sur notre capacité collective à travailler sur la question de la qualité, mais après, comment ça se traduit, mais ça je n'ai pas pour l'instant de réponse, comment ça se traduit sur un niveau de prise en charge. Parce que le débat, il va peut-être arriver là à un moment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à avoir un indicateur sur un prix, voilà, hein, c'est pas un coût, plutôt un coût, hein, c'est pas un prix de vente, hein, c'est un coût de revient. Un prix de revient, oui. Un prix de revient, voilà, je fabrique un stylo, ça me coûte tant, donc on peut imaginer que c'est pas choquant qu'un CFA se fasse des marges, hein, parce que quand vous êtes dans une entreprise, quand vous fabriquez un stylo, vous ne vendez pas le stylo au même prix auquel vous l'avez fabriqué. Donc voilà, donc ça c'est pas choquant qu'effectivement il y ait des marges. Après la question pour nous, et c'est là où on doit encore mieux regarder, c'est qu'est-ce que je fais de la marge. Est-ce que je la réinvestis? Est-ce que je la mets ailleurs? Est-ce qu'elle va en dividende? Voilà. Bon, comment elle est distribuée quand j'ai des groupements de CFA? Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut que nous regardions. Et donc c'était une manière de ne pas vraiment répondre à votre question en fait. Voilà. La question justement des indicateurs qualité. Si vous injectez des indicateurs qualité, forcément il va y avoir des différenciations. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'idée de faire converger justement les prix? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a soit on va vers France Compétences, elle a deux missions hein, dans le cadre lorsqu'elle fait des recommandations sur les niveaux de prise en charge, et c'est dans la loi, c'est l'objectif de convergence, parce que avant la loi 2018, il y avait des divergences entre les régions très très fortes et en fonction d'une même certification. Donc
La convergence, elle a déjà, c'est déjà un acquis, hein, c'est pas terminé. Donc après, le sujet qui est posé d'ailleurs à la commission recommandation au sein de France Compétences, c'est de dire à un moment, est-ce qu'on peut pas avoir un niveau de prise en charge unique pour certains types de certifications? C'est une question qui est posée. Donc, j'ai pas, enfin voilà, on peut aller vers. Donc cette question, elle est vraiment posée. Donc après, donc c'est ça. Après, il y a la question de la soutenabilité financière, mais la question de la cohérence. Et déjà, nous, on a vu en 2019, on l'avait montré, hein, c'est que les branches professionnelles, lorsqu'elles ont remonté leur niveau de prise en charge, elles ont déjà exercé une première étape de convergence. Après les recommandations, on fait une deuxième étape. Donc à chaque fois, les niveaux de prise en charge, ils convergent, enfin les CPNE convergent entre elles sur leur niveau de prise en charge sur une même certification. Donc je pense qu'on peut aller plus loin, et donc la question qui est posée d'ailleurs collectivement, c'est pour certaines certifications, potentiellement aller sur un seul niveau de prise en charge. Après, la question de la qualité, bien évidemment, elle pose plein d'interrogations. Les taux d'insertion, on peut avoir... je pense qu'il faut faire très attention avec l'indicateur qualité. Je pense qu'il faut y travailler, mais bien évidemment, on peut avoir dans un indicateur plein de biais. Moi, sur les taux d'insertion, hein, c'est par exemple un biais statistique que vous allez voir très vite, c'est que si vous avez un CFA qui a des sections avec des très petites sections de 7, 8, 10 apprentis, d'une année sur l'autre, vous pouvez avoir des phénomènes de yo-yo statistiques qui sont énormes en termes de taux d'insertion. Ce n'est pas pour autant que le CFA sera mauvais. Voilà, donc d'une part, ça s'inscrit, lorsque vous regardez les indicateurs, ça ne se fait pas sur une année ou sur 2 ans. Ça se fait parfois sur 3 à 4 ans, qui permet de déterminer une chaîne statistique, une moyenne. Et après, il faut être très prudent sur le type d'indicateur, parce que bien évidemment, moins vous avez, si je prends l'exemple de jeunes dans une section, bien évidemment, on peut avoir des écarts d'une année sur l'autre de taux d'insertion, de réussite aux examens, qui ne seront pas liés à la qualité pédagogique organisée par le CFA. Donc, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a une volonté d'y aller, mais il faut y aller avec méthode et regarder toujours les biais qui peuvent exister lorsqu'on regarde des taux d'insertion, des taux d'accompagnement. On peut avoir dans certains bassins d'emploi où effectivement on va avoir des problématiques particulières d'insertion, d'autres problématiques qui sont liées au transport. Enfin, tout ça peut jouer dans la qualité et dans des taux, dans des indicateurs. Donc il faut être très prudent, mais je pense qu'il faut, et enfin, en tout cas c'est la volonté de la gouvernance de France Compétences, des partenaires sociaux, des régions et de l'État, d'aller sur ce travail, mais ce n'est pas un travail qui se fait en 2 mois, parce qu'il faut travailler aussi sérieusement et avec méthode. Mais ce travail est engagé. Est-ce que dans le cadre du dialogue de gestion que vous avez avec les CPNE, est-ce que vous constatez, je dirais, une méthodologie plus pertinente que d'autres? Vous ne m'entendez pas? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre dialogue de gestion avec les CPNE, vous constatez, je dirais, des écarts en termes de méthodologie, et vous avez peut-être retenu des choses intéressantes en vue, je dirais, de ce qui va se passer demain? Non, mais enfin, je l'ai déjà dit ce matin, je pense que quand vous avez 216 CPNE, vous avez des CPNE, enfin, des branches professionnelles, des partenaires sociaux qui avaient des historiques de l'apprentissage, qui parfois ont des réseaux, leur propre réseau, ou qui connaissent très bien les réseaux CFA avec lesquels ils travaillent. Et donc, c'était aussi l'objet de la réforme, vous avez des branches professionnelles qui n'avaient pas l'habitude de faire de l'apprentissage. Soit ils allaient sur le contrat de professionnalisation, soit ils allaient sur des CQP, et donc il y a toute une appropriation, et donc ça joue également sur la méthode. Donc l'enjeu il est collectif, c'est-à-dire que c'est notre travail, et je l'ai dit ce matin, on a fait un premier webinaire avec les CPNE, enfin les acteurs du système, pour expliquer comment nous on travaillait en compétences sur la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, le formulaire tel que nous le faisons le remonter, il ne se fait pas en chambre. Hein. On n'est pas 3 en se disant tiens, on va remonter ça. C'est un travail qui a été fait vraiment avec les réseaux de CFA, parce que c'est normal qu'on travaille avec les réseaux de CFA lorsqu'on demande de remplir un formulaire et de répartir des charges et des produits en termes de comptabilité sur la partie apprentissage. Donc c'est un travail collectif qui s'améliore chaque année. Chaque année, le formulaire, il évolue parce qu'on travaille toujours très fortement avec l'ensemble des réseaux de CFA. Les CPNE, c'est pareil. Il y a des CPNE, nous sommes toujours en dialogue avec les CPNE pour
qu'elles comprennent comment nous, quand on leur envoie les résultats de l'observation, voilà ce qu'on met dedans et comment on a travaillé avec eux là-dessus. Donc je pense qu'on est au début, il y a encore un vrai travail pédagogique à faire de France Compétences. Et nous, ce qu'on a dit, on est de toute façon à la disposition des branches professionnelles, des interpros. On est déjà intervenu auprès des interpros, des organisations syndicales, des organisations patronales interprofessionnelles, avec leur fédération, pour montrer comment nous travaillons, et elles aussi de nous dire quels sont leurs souhaits, leurs incompréhensions. Voilà. Et donc tout ça, c'est un travail pédagogique. Après, comme je le disais ce matin, France Compétences, il ne va pas faire de la performance de gestion. Hein. Moi, je ne vais pas dire aux 2000 CFA, ou alors je vais demander à ma tutelle à peu près 300 à 400 agents, mais je pense que ce n'est pas souhaitable. L'objectif, c'est pas d'aller voir tous les CFA, les 2000 CFA, en faisant de la performance de gestion, en leur disant là vous devez mettre telle charge, là vous devez mettre tel produit. Je pense que c'est pas ça non plus. La loi, elle a libéralisé le système. Par contre, effectivement, il y a un financement de la contribution des entreprises, c'est aussi un prélèvement obligatoire pour les entreprises, et il est normal que l'État, par l'intermédiaire de France Compétences, regarde comment ces fonds mutualisés sont utilisés par les CFA. Et dernier point, je pense que le rôle des OPCO, il est aussi majeur. Et les OPCO, depuis la réforme, d'une part, les OPCO découvrent aussi l'apprentissage pour beaucoup, certains en faisaient, mais c'était pas aussi fortement. Donc, ils se sont, mis à niveau et pour absorber les contrats d'apprentissage et pour aider les entreprises sur l'apprentissage. Et donc, ils ont un rôle très important sur l'ingénierie de l'apprentissage, sur l'ingénierie de certification, sur les niveaux de prise en charge. Et on travaille très étroitement à chaque fois avec les OPCO, très régulièrement, pour qu'ils aident effectivement leurs mandants dans la fixation des niveaux de prise en charge. Donc c'est vraiment un travail, toute une chaîne qui se fait et qui doit bien évidemment s'améliorer, parce qu'on n'est jamais à l'optimum sur ces questions-là. De la pédagogie et un dialogue permanent. Merci Stéphane Lardy. On va peut-être on continue. continuer. Merci Monsieur Lardy d'avoir expliqué ce travail avec les branches professionnelles, avec les OPCO, puisqu'on va enchaîner avec Monsieur Deray. Et je vais vous poser une question très directe. Que pensez-vous de cette méthodologie de fixation des niveaux de prise en charge, Monsieur Deray? Alors, en tant que représentant d'une partie d'une branche, parce que vous le savez, je le rappelle, une branche, elle est constituée de représentants patronaux et d'organisations syndicales. On a cherché une personne qui pourrait techniquement nous Tout à fait. parler de tout ça Voilà. brièvement. Donc, il y a des instances qu'on appelle les CPNE, les commissions paritaires nationales de l'emploi, et parfois on rajoute formation professionnelle. Alors c'est vrai que la loi de 2018 donne la responsabilité aux CPNE de déterminer les niveaux de prise en charge. Stéphane Lardy en a parlé. Il faut démystifier un petit peu le sujet, tout simplement parce que on ne fait pas ce que l'on veut, et nous sommes quand même sous le regard nous sommes en liberté surveillée quand même vis-à-vis de France Compétences. C'est-à-dire que France Compétences a quand même le dernier mot. Alors il y a un dialogue, on discute, et honnêtement ça s'est plutôt bien passé concernant la métallurgie. Mais il faut bien avoir en tête que France Compétences maîtrise l'agenda, le calendrier, la méthodologie de détermination des niveaux de prise en charge, la méthodologie d'analyse et de remontée des coûts analytiques, et puis au final, les recommandations. Voilà, c'est-à-dire que quand une CPNE propose ou détermine des niveaux de prise en charge, elles font ensuite l'objet d'une analyse par France Compétences dans le cadre de ces méthodologies et renvoient le cas échéant, vers les CPNE en question, des recommandations dans lesquelles les CPNE ont l'obligation de se mettre. Voilà. Vous voyez, c'est quand même une responsabilité qui est partagée, mais on va pas regretter que l'évolution, enfin la gestion de la carte des formations que nous avons connue avant 2018, avec les autorisations administratives, on va pas y revenir, et j'espère qu'on n'y reviendra plus. Aujourd'hui, cette réforme a permis d'avoir les résultats que l'on connaît, il y a des ajustements à faire, et les branches, je pense, ont joué pleinement leur jeu. Alors pour une branche comme la métallurgie, d'abord il faut savoir que nos prises en charge, elles sont déterminées à l'unanimité. Voilà, il y a des débats,
mais au final, l'ensemble des partenaires sociaux de la métallurgie s'accordent sur les niveaux de prise en charge depuis 2019, s'accordent à l'unanimité sur la méthodologie qui est retenue. Et pour nous, alors, pour que vous preniez vraiment conscience du chantier que nous avons eu à gérer depuis 2019, la métallurgie, c'est 42 000 entreprises et 1 600 000 salariés. Ça va de la coutellerie à Ariane Espace, en passant par le nucléaire. Vous voyez, un panel de métiers et de secteurs extrêmement large. Nous avons été sollicités par France Compétences sur, à l'époque, je crois qu'il y avait 3500 titres et diplômes, sur 1600 titres et diplômes dans lesquels nous avions au moins un apprenti, pour à peu près 60 000 apprentis. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'un fichier Excel de 1600 lignes avec un apprenti à quelques centaines? L'autre élément qui est à prendre en compte, près de 1400 CFA étaient concernés. Alors certes, il y a des CFA plus gros que les autres. Le Pareto s'applique, 20% des CFA forment 80% des apprentis, mais il n'empêche, plus de la moitié des CFA étaient concernés. Il est évident que si on parle de politique, et j'insisterai beaucoup sur ce point-là, on parle de politique paritaire de branche en matière d'alternance. Si nous devions déterminer des niveaux de prise en charge en fonction des coûts remontés par certification, honnêtement, il n'y a pas besoin de consulter les branches professionnelles pour ça. France Compétences est parfaitement capable de le faire tout seul. Donc, si le rôle des branches et des CPNE est de déterminer des niveaux de prise en charge, en tout cas pour la métallurgie, nous l'avons fait en fonction de nos priorités. Et vous avez bien compris que les priorités, elles sont aussi importantes pour un apprenti que pour des milliers d'apprentis. Alors, comment nous avons géré les choses? Très simplement, on a regardé quelle était l'offre de formation aujourd'hui existante. Est-ce qu'elle est pléthorique dans certains métiers? Est-ce qu'elle l'est moins, ou voire très en menace de disparaître dans d'autres endroits ou dans d'autres métiers? Est-ce que ces formations sont attractives? Donc, est-ce qu'elles remplissent bien? Et on sait que le taux de remplissage est déterminant sur la remontée des coûts. C'est un deuxième paramètre. Et puis le troisième, ce sont les métiers en tension. Alors pas les métiers en tension d'une année à l'autre. On est sur le moyen terme, voire parfois le long terme. Quand vous croisez attractivité, offre de formation et métiers en tension, donc recrutement, eh bien vous commencez à déterminer une politique de branche qui va soutenir l'ensemble des titres et des diplômes concernés, de 1 à X apprentis, mais qui va majorer des niveaux de prise en charge de façon plus importante sur ces priorités-là par rapport à d'autres. Mais j'insiste, nous soutenons tous les niveaux, dans tous les métiers. Quand vous avez 85% des apprentis post-bac, eh bien, on en tient compte, évidemment. Mais l'objectif, c'est bien d'apporter, de former des apprentis pour l'ensemble des entreprises et favoriser l'insertion professionnelle de ces jeunes. Mais cette méthode de priorité, est-ce que ça respecte la notion de convergence des prix? Comment ça va fonctionner par rapport à cet objectif de faire converger les prix de l'apprentissage? Alors là, ça devient un peu compliqué. D'abord, vous avez bien compris que dans notre politique de branche paritaire, nous ne nous adaptons pas aux coûts et au modèle économique des CFA. On a toujours considéré que c'était au CFA d'adapter leur modèle économique au niveau de prise en charge déterminé par les branches et validé par France Compétences. Voilà. Nous devons effectivement tenir compte de cette mission de convergence de France Compétences. Et Stéphane Lardy l'a reconnu, les branches ont joué le jeu depuis 2019. Il y a eu ce phénomène de convergence. La question aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où allons-nous dans cet objectif de convergence. Parce que la convergence ultime, et je commence à entendre une petite musique sur ce sujet-là, c'est le niveau de prise en charge unique. Alors unique pour une certification, ou unique pour un groupe de certification, ou pourquoi pas un prix unique pour l'ensemble des certifications aujourd'hui actives sur l'apprentissage. Mais dans ces cas-là, si on doit revenir à la politique de contrôle des prix d'avant 1980, autant nous le dire tout de suite, on va gagner du temps. Donc vous voyez, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à la limite de cet objectif de convergence. Voilà, je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans ce cadre-là.
sauf à remettre en cause les politiques de branche. Et il faut trouver l'équilibre, et je pense que nous l'avons trouvé aujourd'hui entre cet objectif de convergence et le respect des priorités et des politiques de branche. Je pense que nous sommes arrivés à un équilibre relativement correct et acceptable. Je pense qu'il faut davantage travailler maintenant sur la régulation. La régulation quantitative, on a vu les choses, comment elles ont évolué, même s'il y a eu quelques effets d'aubaine et quelques effets collatéraux. Globalement, ça se passe quand même bien. Je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je pense que la régulation par la qualité, c'est le chantier sur lequel nous devons nous atteler. Il y a un Serjeune, il y a un certain nombre d'autres dispositifs. Nous tenons beaucoup à la pédagogie d'alternance, peut-être qu'on y reviendra. Pour nous, c'est un élément différenciant extrêmement fort qui n'est pas suffisamment pris en compte aujourd'hui pour déterminer quelles sont les formations qui, respectent cette pédagogie de l'alternance pour former le jeune au regard de l'itération avec le chef d'entreprise ou le maître d'apprentissage, le CFA et le jeune en question. Donc ça fait partie évidemment des sujets que nous allons devoir traiter, et les branches, je pense, sont tout à fait prêtes à intégrer ces éléments-là et apporter des propositions. Merci, Monsieur Deray. Peut-être faire réagir Axel Cournette sur ce qu'on Oui, vient alors, d'entendre. effectivement, comme on est sur les niveaux de prise en charge, et l'idée, c'est l'idée de la régulation, peut-être, Monsieur Cournette, en vue de la perspective, justement, de ce véhicule législatif, aujourd'hui, comment vous appréhendez, justement, ce niveau de prise en charge? Vous avez entendu, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. La bonne méthode, alors je ne vais pas vous la demander, je ne vais pas vous dire quelle est la bonne méthode, mais en termes d'orientation au niveau du ministère du Travail aujourd'hui, comment vous vous positionnez sur cette question? On a beaucoup parlé effectivement de ces indicateurs qualité, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet, et puis comment vous appréhendez justement ce sujet en vue du prochain véhicule législatif? Alors, on le travaille d'abord beaucoup avec les réseaux de CFA actuellement. Pour nous, ce système de régulation, il ne change pas dans son objectif, c'est, on l'a dit, on le redit, la recherche du juste prix. Le juste prix, pour nous, c'est le prix qui permet d'être cohérent avec les objectifs de politique publique qu'on se fixe. C'est-à-dire avec notamment nos objectifs d'augmentation croissante du nombre d'apprentis. On a bien conscience, et Stéphane Lardy l'a dit, de la nécessité pour les CFA de dégager des marges, parce qu'il y a un besoin d'investissement, il y a un besoin de rénovation des plateaux techniques, il y a des besoins d'investissement, il y a des besoins d'accroissement, parce que quand on se fixe collectivement un objectif à 1 million d'apprentis, eh bien, ça veut dire qu'il faut que l'appareil de formation soit en capacité de s'adapter, soit en capacité de grandir, d'accueillir ces nouveaux apprentis et de les accueillir dans de bonnes conditions. Excusez-moi, M. Cournette, qu'on comprenne bien, quand vous parlez du juste prix, vous êtes bien sur le prix de vente, pas le prix de revient. Parce que si vous parlez de marge, on est sur le prix de vente, c'est-à-dire avec la marge. Exactement, c'est le prix qui va permettre de maintenir un appareil de formation performant, qui doit croître parce qu'on a des objectifs de croissance, et qui qui délivre une formation de qualité. Voilà. Et c'est pas chose simple, évidemment, mais on se tromperait à vouloir exactement coller au prix de revient. Ça, c'est une évidence. On sait qu'on a besoin de maintenir ces marges. Et je crois que le système de régulation en tant que tel, tel qu'il est exercé par France Compétences, le prévoit. Maintenant, et j'ai entendu des différents intervenants, on a un véritable sujet de régulation par la qualité. Voilà, je pense que ce sera l'objectif, on y travaille de ce prochain quinquennat. La quantité, c'est dans la poche, quoi, quelque part. On sait que, on est à 830 000 apprentis, demain en millions. Je pense que tout le monde a plutôt confiance sur le fait qu'on y arrivera à la fin du quinquennat. Ça ne doit pas être synonyme d'un abaissement de la qualité des apprentissages. Et ça, on y sera extrêmement attentif. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut également que dans le système de régulation, on soit attentif à laisser la capacité des CFA à délivrer des formations de qualité. Et la régulation par la qualité, ça veut dire aussi, effectivement, et Stéphane l'a très bien exprimé, c'est se fixer les bons indicateurs qui nous permettent de voir et d'estimer l'effort que font les CFA, l'effort que
l'investissement que fait les CFA dans la qualité de la pédagogie qu'ils délivrent. Je suis sensible aussi, parce qu'on en discute beaucoup avec les réseaux de CFA, à la question de la pédagogie, c'est ce que tu évoquais David, de la pédagogie alternée. Là aussi, on a le besoin de regarder si effectivement le CFA respecte les canons de ce qu'on attend dans la pédagogie alternée. C'est une voie de formation particulière, c'est de l'alternance. Et on doit être en capacité de vérifier que cette alternance, elle est bien mise en œuvre dans la pédagogie qui est délivrée dans les établissements. Tout ça, ça fait partie des travaux sur lesquels on s'interroge actuellement avec les réseaux de CFA, avec France Compétences. Il faut qu'on détermine les bons indicateurs. Insert Jeune, c'est une piste, je crois que c'est d'ailleurs assez largement partagé. C'est pas l'alpha et l'oméga, parce que je suis convaincu, de la même manière que Stéphane le disait, qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas qu'on tombe. Par exemple, de la présélection à l'entrée des formations, ça on n'en veut pas, c'est pas l'objectif dans la politique publique apprentissage. Mais ça nous permet quand même d'avoir une idée de l'investissement que fait le CFA dans cette qualité. Et alors, derrière, on aura un enjeu d'en tirer les conséquences dans le système de régulation. Oui. Concernant effectivement ce qui a été exprimé par M. Deray, concernant la question de savoir si demain on se dirige vers des niveaux de prise en charge uniques par certification. Donc là, ce que vous semblez dire, non, au contraire, il y aura des critères différenciants. Et la qualité en fera partie. Donc la question pédagogique, c'est quelque chose qui va être mis au centre. M. Deray parlait aussi des priorités, c'est-à-dire la question des besoins des branches, tout simplement, des entreprises. Est-ce que cet élément-là, aujourd'hui, peut aussi être pris en compte comme justement critère différenciant, où on se focalise uniquement sur la question de la qualité et on ne part pas forcément, je dirais, de l'expression des branches concernant les priorités. Parce qu'effectivement, la question des priorités, on l'a dans un autre dispositif qui est le contrat de professionnalisation. Est-ce que le contrat d'apprentissage pourrait effectivement, concernant le niveau de prise en charge, prendre cette orientation également, ou c'est une orientation qui n'est pas envisagée? Moi, je ne suis pas convaincu du fait que la fixation des niveaux de prise en charge, de haut niveau de prise en charge, soit un vecteur d'attractivité particulière de la formation. L'attractivité, c'est quelque chose, c'est à l'apprenti qu'on s'adresse, c'est un travail de fond sur l'orientation, la connaissance des métiers, la connaissance des voies de formation. C'est un travail qui se situe en amont de l'entrée en formation. Je ne pense pas que la traduction dans les choix des CPNE en matière de fixation des niveaux de prise en charge, de proposition des niveaux de prise en charge, soit un vecteur qui favoriserait un métier, une certification plus qu'une autre. On n'est pas convaincu de l'effet, d'ailleurs j'en suis moi-même pas convaincu du tout, de l'effet que peut avoir l'établissement dans le système de régulation de priorité qui viendrait avoir un effet sur les niveaux de prise en charge proposés par les branches et ensuite pris en compte dans le système de régulation. Et d'ailleurs, je pense que les constats que l'on peut faire aujourd'hui sur le contrat de professionnalisation prouvent que ça n'est pas vraiment efficace. Merci, M. Cornette. Alors, on va continuer le cheminement et on va maintenant se rapprocher de M. Rivier, donc directeur alternance de l'OPCO Atlas. Donc l'OPCO, nouvel acteur qui assure maintenant l'interface avec l'entreprise et le CFA. Et on a repéré dans les statistiques que pour l'OPCO Atlas, près de 50% des contrats d'apprentissage sont du niveau Bac plus 5. Que répondez-vous à ceux qui considèrent que l'apprentissage n'a pas de valeur ajoutée dans l'enseignement supérieur et que l'effort doit être concentré sur l'infrabac? Eh bien, quand on regarde un petit peu la dynamique sur l'apprentissage, je pense que ce qui est important, c'est justement de ne pas opposer les composantes de cette dynamique. Et aujourd'hui, effectivement, l'apprentissage dans le supérieur, de façon globale, c'est 60% des contrats. Aujourd'hui, c'est un développement important. C'est un développement qui amène, on l'a évoqué tout à l'heure déjà, quand même une contribution à l'évolution de la vision de l'apprentissage de façon globale, en termes d'attractivité. Voilà, vous pouvez être
apprenti, effectivement, en CAP, vous pouvez être apprenti en tant qu'ingénieur, vous pouvez être apprenti en tant que chargé de clientèle. Et vous avez toute cette diversité-là qui offre aussi, à travers le supérieur, des continuités de parcours. Et c'est un peu la logique de filière qui était évoquée précédemment et qui aujourd'hui permet à des jeunes, peut-être, qui se seraient éventuellement arrêtés plus tôt, de poursuivre et de poursuivre dans des conditions qui sont à la fois favorables pour eux économiquement, pour eux et pour leur famille, parce que c'est un investissement aussi parfois, de poursuivre cette formation. Et donc nous, on n'est pas du tout dans une logique d'opposition, mais au contraire, on pense qu'il y a une complémentarité. Le deuxième élément, c'est que ce développement, effectivement, il est plus fort actuellement dans le supérieur. Il y a peut-être une raison qui n'est pas de l'optimisation, qui est peut-être qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas couverts jusqu'alors, et que l'ouverture, effectivement, la libéralisation du secteur a permis, alors peut-être parfois qu'il y a eu quelques dérives, peut-être qu'il y a sûrement des choses qui nécessitent d'être revues, mais qui a permis d'ouvrir le jeu et de proposer une offre qui il se trouve avec des éléments de sécurisation pour les entreprises, avec des éléments de sécurisation aussi pour les CFA en termes de financement, ont permis de trouver leur public et de répondre à des besoins. Et nous, ce qui nous paraît important, c'est de voir dans quelle mesure cette modalité-là, dans le supérieur, elle répond à des besoins et elle apporte effectivement quelque chose. Alors la plus-value qu'on évoquait, dans un baromètre de l'APEC l'année dernière, on avait vu déjà que pour des jeunes diplômés, effectivement, 6 mois après leur diplôme, c'était 16% d'insertion en plus, et que un an après, c'était quand même 10% et que leur salaire avait augmenté. Donc nous, on trouve que c'est plutôt une bonne chose aujourd'hui que nos jeunes diplômés, ils trouvent plus rapidement du travail et qu'ils soient dans de meilleures conditions. Ça correspond quand même d'abord à un besoin des entreprises, parce que s'il n'y avait pas d'entreprise pour embaucher ces apprentis, il y a des rapports des fois qui ont dit le développement sur le tertiaire, sur le supérieur, ça ne répond pas aux besoins de l'économie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu, si ça ne répondait pas aux besoins de l'économie, je pense que les entreprises ne les recruteraient pas. Et aujourd'hui, ça répond à des besoins. Il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels on manque de compétences. Alors, effectivement, nous, on est sensibilisés sur les besoins, notamment du numérique, mais dans beaucoup de branches, aujourd'hui, c'est un élément d'attractivité qui est nécessaire pour former aux compétences nécessaires à ces métiers. Et l'apprentissage, c'est devenu clairement une voie pour répondre à ces besoins en compétences. Et on le voit au fur et à mesure avec des habitudes qui se prennent et qui se développent. Donc ce qui nous paraît important. Sur des métiers qui sont parfois aussi, on a besoin de s'assurer peut-être de garder ses talents. Et on voit aujourd'hui, à travers différentes enquêtes, et donc nous on en a mené une sur nos alternants, donc sur un panel où on a interrogé 100 000 alternants. On voit quand même les retours, 70% ils sont toujours dans la branche qui les a formés, à 50% ils sont dans l'entreprise qui les a formés. Et on voit que le bénéfice en termes d'insertion, aujourd'hui à 6 mois, ils sont à 86% en emploi. Et on trouve que ces résultats, ils sont probants pour les alternants. Et quand on a questionné les alternants aussi sur le bénéfice pour eux, eux, ils l'expriment très clairement. À 95%, ils recommandent l'apprentissage. Et donc, derrière ça, ça répond aux besoins des entreprises, ça répond aux besoins des alternants. On trouve, nous, que c'est plutôt une dynamique vertueuse. Alors peut-être que progressivement, le développement sur le supérieur se fera de façon moins rapide. Peut-être qu'à un moment, on atteindra un certain niveau de la courbe aussi. Et à ce moment-là, on sera pleinement dans des dynamiques qui seront équilibrées avec les autres secteurs. Et en termes de contribution à l'évolution de l'économie globale, je pense qu'on y aura pris notre part. Merci, c'était très clair. Autre dimension, alors encore plus opérationnelle cette fois, que je poserai d'ailleurs également à Patrick Chemin. Où en est-on de la relation OPCO-CFA Au démarrage, il y a eu quelques tensions. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui derrière vous? Est-ce que la relation s'est améliorée? Alors je voudrais dire qu'une relation, ça se construit, donc ça se construit dans la durée avec des hauts et des bas parfois. Et effectivement, on a eu des périodes d'ajustement en début post-réforme dans les premiers temps où il a fallu trouver ses marques et apprendre à se connaître. C'était un enjeu fort pour les OPCO de reprendre cette activité-là dans des modalités qui étaient aussi nouvelles, qui étaient nouvelles pour les CFA. Il a fallu que chacun un petit peu
apprivoise ce nouveau cadre. On y a travaillé beaucoup, notamment sur l'année 2021, avec pas mal de travaux en commun, un certain nombre de groupes avec les têtes de réseau, et ça a quand même produit ses effets en termes de convergence de pratiques, voilà, pour arriver à parler des mêmes choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même tout un corpus qui permet de dire, voilà, des fois on peut avoir une appréciation différente, mais on peut quand même se référer à un certain nombre d'éléments communs. On a travaillé en commun, il y avait un enjeu, effectivement, c'était la solvabilisation voilà, de l'activité, c'est-à-dire de pouvoir payer les CFA en temps et en heure. Ça a été la priorité. Au final, je pense qu'on a été au rendez-vous sur l'évolution qu'on a produite. Et aujourd'hui, alors il y a toujours des choses imparfaites, mais globalement, je pense qu'on a passé le plus dur. La campagne 2022, on est quand même sur des campagnes où chaque année, il y a plus d'activités. Et chaque année, on progresse les uns les autres sur nos délais de traitement, nos délais de paiement pour cette partie de gestion. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question purement de gestion, elle est un petit peu mise sous contrôle. On a développé des outils communs aussi. On a travaillé sur une norme d'échange qui permet là aussi de mettre plus de fluidité. Alors aujourd'hui, tout n'est pas parfait, évidemment, mais je pense que ça l'a rarement été. Et en tout cas, il y a une vraie proximité qui se met en place. Je pense qu'il y a un dialogue aussi qui s'est organisé. Et vis-à-vis des CFA, je pense qu'on est en train de passer collectivement dans une relation un petit peu plus mature qui permet de dépasser ces problématiques économiques et aussi de rentrer dans la question qualitative. On en a parlé depuis tout à l'heure. À la fois sur la promotion de ces métiers, parce qu'aujourd'hui, pour les CFA, le sujet, c'est aussi d'avoir des candidats qui soient les plus informés et qui puissent être recrutés par les entreprises et qui puissent rester dans ces entreprises. Et pour ça, c'est une bonne information quand même en amont, une bonne orientation, une bonne connaissance et une bonne connaissance de chacune des parties. Et donc là-dessus, on y travaille. Et sur la suite, le dialogue aussi, c'est l'évolution de l'offre de formation. Donc nous, on y contribue, chaque OPCO, avec notre potentiel au niveau d'appui à l'investissement qui a ses limites. De toute façon, la logique, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les moyens, c'est-à-dire que les CFA, ils ont besoin d'utiliser un certain nombre de leurs ressources pour ces investissements. Donc il faut qu'ils gardent ces ressources suffisantes. Nous, notre rôle, c'est aussi de les mettre, de favoriser le dialogue avec la prospective qu'on peut avoir à l'initiative de nos branches professionnelles sur l'évolution des métiers et donc comment on fait évoluer l'appareil de formation pour correspondre à ces besoins. Merci. Même question, M. Chemin, comment voyez-vous évoluer cette relation? Alors, vous travaillez avec beaucoup d'OPCO, voilà, rapidement sur votre pratique. Eh bien, rapidement, alors déjà, je vais me permettre de répéter certaines choses, parce que finalement, quand on intervient le dernier, des fois, on a effectivement des choses qui ont déjà été dites, mais je vais malheureusement répéter, parce que c'est important de le dire. C'est, comme le disait M. Rivier, c'est une construction dans le temps. Il a fallu, comme vous le disiez, apprendre à travailler ensemble. C'est évident. Cette réforme a bouleversé beaucoup de choses. Je pense qu'on a été capable finalement de se rapprocher les uns et les autres. Comme vous le disiez, Monsieur Ceped, nous travaillons avec l'ensemble des OPCO, alors de manière plus importante, en fonction des branches et des formations que nous faisons dans les branches pour lesquelles nous formons. Donc c'est effectivement l'apprentissage pas à pas de cette construction de la relation. On a été capable d'apprendre effectivement à travailler ensemble, de se mettre autour de la table, des fois pour des sujets pas toujours faciles à aborder. Voilà, il a fallu aussi se dire des choses en étant très respectueux les uns des autres. Je pense qu'il faut aussi dire que finalement des outils ont été créés, des outils qui améliorent finalement notre relation. C'est par exemple le cas des API qui est en train de ce travail qui est en train de se terminer, qui était aussi nécessaire, de manière à amener de la fluidité dans la transmission des éléments, des contrats, de la partie administrative et financière, la facturation, le suivi des facturations. C'est aussi une démarche plus rapide dans la restitution des accords de prise en charge. Ça, c'est aussi qui nous permet de facturer plus vite et d'être rémunéré plus vite. Et puis, il ne faut pas oublier deux outils qui ont été créés, que sont le précis de l'apprentissage et le Vademecum, qui ont aussi permis d'institutionnaliser un certain nombre de règles et qui permettent de mettre un petit peu d'huile dans les rouages, si je peux me permettre de parler ainsi. Et puis, de la porte d'un CFA, ce que j'ai envie de dire, je vais peut-être être un peu technique sur ce qu'on pourrait projeter comme idée de construction d'amélioration, je ne sais pas. Je parlais du Vademecum à l'instant, il faut peut-être reprendre un petit peu le travail autour de ça, parce que le Vademecum, il a maintenant 3 ans, et peut-être que des choses ont évolué, et à travers les groupes de travail que nous menons avec les réseaux de CFA, je pense que c'est un travail qu'il faudrait peut-être mener et engager.
c'est peut-être d'harmoniser aussi les frais annexes de la formation pour la mobilité des jeunes, pour la prise en charge des outils, des premiers équipements, par exemple. Quoi dire encore peut-être au niveau je parlais des API tout à l'heure, peut-être pour finir le travail, de nommer, alors là je suis désolé, c'est une idée, mais nommer un chef de projet interopco qui pourrait peut-être harmoniser un certain nombre de pratiques. Je sais qu'il y a un OPCO qui propose aussi, par exemple, un système de reporting mensuel numérisé. Pourquoi pas décliner finalement cette technique-là? Ça nous permet d'aller plus vite dans nos échanges. Voilà, il y a un certain nombre de points de vue comme ça d'un CFA qui permettrait peut-être d'améliorer nos relations. Voilà. Très bien. Alors vous représentez les CFA et comme il y a une phase de concertation qui s'ouvre, voilà, on est en train de faire un peu le bilan du point d'étape, on va plutôt dire, de la réforme de 2018. Voyez-vous, je sais que les compagnons du devoir ont été plutôt pour la réforme de 2018 et le Big Bang de l'apprentissage. Est-ce qu'il reste des irritants? Est-ce qu'il y aurait quelques suggestions à formuler dans le cadre de cette université d'hiver, hein, où on peut tous dire? Alors, 3 choses déjà pour introduire mon propos. J'ai finalement la lourde charge de représenter apparemment les CFA. Alors j'espère que les CFA qui sont dans la salle vont me transmettre leur énergie immédiatement pour qu'on puisse... Voilà, merci. Allez-y, j'en attendais pas autant. Deuxième chose, et voyez, vous m'avez perdu parce que du coup, ça y est, je suis ému. Voilà. Bref, c'est humain, c'est humain. Gardons l'émotion. Voilà. Donc, je le disais, effectivement, la lourde tâche de représenter les CFA. Monsieur Seped, aidez-moi s'il vous plaît sur le... Le sujet, c'est, voilà, il y a un véhicule législatif. Oui, les irritants. Les irritants. Oui, alors je ne sais pas si c'est le bon terme en fait, parce que finalement, je parlerais plutôt d'axe de progrès, peut-être. Je ne sais pas s'il faut voir ça comme ça. De dire que les compagnons du devoir sont favorables, mais peut-être comme tous les CFA, je pense que l'ensemble des CFA de France ont pu, j'allais dire, développer cette activité d'alternance grâce à cette réforme du 5 septembre 2018. Alors c'est vrai que nous, on avait engagé la démarche depuis le début de l'année 2018, puisque notre président à l'époque nous avait fixé comme objectif de doubler notre nombre d'apprentis. C'est chose faite. C'est certainement en partie grâce à cette réforme, c'est sûr, c'est évident. Quelques éléments, comme je le disais, peut-être axe de progrès, piste de réflexion. Alors nous, on pense que le développement de l'apprentissage pour des niveaux 3 n'est pas suffisant. Voilà, donc, il y a encore beaucoup de métiers en tension où on a besoin d'une vraie main-d'œuvre qualifiée. Donc je pense que ça, c'est un axe de développement qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Voilà. Ne pas oublier que le jeune se forme effectivement en centre de formation, mais aussi dans l'entreprise. On a besoin d'être proche de nos partenaires entreprises. Et il faut peut-être développer aussi finalement cette nécessité d'aller sur le terrain auprès de nos partenaires. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a engagé de manière plus forte aujourd'hui. On le faisait déjà, mais on le développe de plus en plus. Donc ça, c'est une chose. Peut-être revenir aussi sur, quand je parlais d'apprentissage de formation de niveau 3, peut-être aussi d'ouvrir le plus possible à des jeunes qui sont peut-être éloignés de l'emploi, qui ont plus besoin que d'autres de finalement retrouver quelque chose de valorisant. Et je pense que par l'apprentissage, on peut créer ça. Il faut, à mon avis, travailler dans ce sens, peut-être au sens de l'orientation aussi. Il y a un gros travail à faire, je pense, à ce niveau-là, puisque nos sens de communication, nos systèmes de communication, on travaille au sens de la promotion, mais ça suffit pas. Il faut allier, je pense, nos énergies communes pour travailler dans ce sens de la communication autour des métiers, de manière à promouvoir des métiers qui en ont besoin, des professions qui en ont besoin. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot sur ce qu'on vient d'entendre, Monsieur Cournette. Je laisse vous y introduire la question. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a une vraie volonté de travailler à l'amélioration, mais dans une forme de pleine continuité avec ce que la loi de 2018 a créé. C'est important parce qu'on se base quand même sur le succès d'une politique publique, de son cadre juridique. Se pose aujourd'hui la question, et c'est normal, on a libéré les énergies lors du précédent quinquennat parce qu'il fallait réussir les paris de cette réforme. On rentre dans un process où on interroge les mécanismes de régulation. Mécanisme de régulation du point de vue de la qualité, retenu que c'était un point capital. Il l'est aussi pour l'État, et c'est la raison pour laquelle on a déjà engagé des travaux avec les réseaux de CFA, avec France Compétences, sur ces questions, et que l'on fera des propositions d'évolution très certainement.
silence. Peut-être également, c'est un point sur lequel moi je suis assez attaché, c'est peut-être introduire une nouvelle forme d'équité aussi dans ce système de régulation. Peut-être se poser la question de mieux comprendre les différences entre les organismes de formation par apprentissage. Est-ce qu'on doit traiter de la même manière toutes les modalités pédagogiques? Est-ce qu'on doit traiter de la même manière tous les statuts des CFA? Ce matin, on en discutait. On sait aujourd'hui qu'on a des apprentis dans des CFA qui relèvent du public. On va se poser la question, et on nous est invité de savoir quel est notre positionnement dans le système de régulation vis-à-vis des différences fondamentales qui peuvent exister entre les méthodes pédagogiques, les statuts des structures, etc. Et puis, se posera également la question, et on commence aussi à y travailler, du contrôle, parce que la qualité est intimement liée au contrôle. On doit mieux cibler. Ce qu'on entend, et je suis totalement d'accord avec Nicolas Rivier, sur le développement de l'apprentissage dans le supérieur, nous, on a été très clair là-dessus, l'apprentissage dans le supérieur, il y a une vraie plus-value, c'est une voie que l'on soutiendra, c'est quelque chose que l'on soutiendra. En revanche, il faut qu'on soit en capacité de contrôler, c'est vrai pour les formations du supérieur comme d'ailleurs des premiers niveaux de qualification, et de mieux contrôler, de mieux cibler nos contrôles. Il faut qu'on s'organise, qu'on pose la question de l'organisation de ces contrôles pour mieux cibler notre action sur les CFA que l'on souhaite contrôler. Donc ça veut dire de meilleures communications entre les contrôleurs, ça veut dire un renforcement de notre capacité à contrôler aussi du point de vue pédagogique. Il faut qu'on se réinterroge, et d'ailleurs le ministère du Travail au premier chef. Tout ça, ça se construira dans la dynamique qu'on veut donner sur ce début de quinquennat, qui est construire le nouveau cadre de régulation, construire les évolutions de ce cadre de régulation. On concerte, on écoute beaucoup. Je pense que les réseaux de CFA peuvent en témoigner. On écoute beaucoup, on discute beaucoup, on fait des propositions, mais on voit clairement se dessiner deux objets fondamentaux. C'est comment on maintient des apprentissages de qualité, comment on favorise des apprentissages de qualité, et ensuite comment on contrôle mieux, plus précisément, pour que cette politique publique apprentissage, elle dure au-delà de ce quinquennat. Notre objectif, c'est vraiment d'en faire une politique publique durable, et on a un quinquennat pour établir ce cadre de régulation qui fera qu'elle durera. Le message est très clair. Merci beaucoup, messieurs. On a encore une dernière séquence. On va appeler Florence Poivet, qui viendra effectivement conclure donc cette séquence. Donc, je vais vous accompagner. Donc, je vais laisser Jean-Philippe Ceped donc interviewer Madame Poivet, et on va parler de la compétition mondiale WorldSkills et aussi avoir le regard de Madame Poivet sur ce que vient d'être dit. C'est ça. Bienvenue Madame Poivet. Merci de m'accueillir. Bonjour à chacune et à chacun. En effet, il nous a semblé important de clore cette table ronde sur l'apprentissage en soulignant le bel événement qui va se dérouler en France des WorldSkills. Et donc, Madame Poivet, vous êtes là en fin de compte à double titre. Ce bel événement donc, qui va se dérouler à Lyon. J'ai plus la date en tête, voilà, vous allez m'aider, du 10 au 15 septembre 2024, et ces WorldSkills donc, sont en préparation. Donc on a voulu que vous nous en parliez, mais peut-être aussi profiter de votre expérience sur le secteur de l'apprentissage, peut-être aussi de vos liens avec la Suisse et ce regard peut-être vu de Suisse sur l'apprentissage. Donc en quelques mots, tous ces échanges qui ont lieu sur l'apprentissage, peut-être dans un premier temps, Madame Poivet, qu'est-ce qui vous inspire? Bon, vous faites allusion à la Suisse. L'enfant suisse que je suis, évidemment, considère que toute formation professionnelle initiale, c'est une chance, à la fois pour notre jeunesse, à la fois pour nos entreprises, à la fois pour notre pays, parce que si on regarde les pays qui ont un très fort engagement dans la formation professionnelle initiale, eh bien, sont restés beaucoup plus industrialisés, sont restés les plus industrialisés. Donc c'est une chance. Alors moi j'ai un double enthousiasme à écouter ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est d'une part, eh bien, que cette ambition audacieuse, voulue en
2019, elle est gagnante. Et qui aurait parié avec une pandémie au milieu de ces années que nous serions, comme le disait Maxime tout à l'heure, à plus de 800 000 maintenant. Et mon deuxième enthousiasme, c'est de voir que l'ambition reste très vivante et qu'on ne s'arrête pas à 830, on pense 1 million, et pourquoi pas plus. Et moi je dis pourquoi pas 1,5 million, hein, et 2 millions même. Et pourquoi je dis ça? Parce que je comprends pleinement dans toute entreprise, quand il y a une accélération de croissance comme ça, évidemment, il faut être très très attentif à la vie courante de ce qui se passe. Et c'est en grande partie autour de cela que les échanges tout à l'heure ont tourné. Mais pour garder l'ambition vivante, il faut aussi garder un dialogue de vision, un dialogue de stratégie très, très, très vivant. Et Axel Courned évoquait l'investissement des CFA. Moi, je parle à titre personnel là, hein, mais ce que ça m'inspire, c'est que j'appelle de mes voeux que ce dialogue d'ambition, il s'est construit c'est quelque chose qui s'est construit. C'est pas tout d'un coup une idée qui est arrivée et pof, on s'est dit on va être audacieux, on va être ambitieux. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des ans, et de garder très très vivant ce dialogue entre partenaires sociaux, entre l'État, entre les organismes de formation, pour que cet investissement des CFA reste très vivant, mais l'investissement de l'État reste très vivant et l'investissement des entreprises reste très très vivant. Donc voilà, c'est oui bien sûr ajuster le quotidien, mais restons avec cette vision d'ambition comme les acteurs de 2019 l'ont osé, et c'est vraiment formidable ce que nous vivons aujourd'hui. Alors WorldSkills. Oui, deuxième sujet. Merci. WorldSkills, en résumé de résumé, ce sont les Jeux Olympiques des métiers pour nos jeunes de moins de 23 ans. Quelques mots sur l'histoire. Nous sommes au lendemain de la guerre. Les Espagnols décident de reconstruire. Et pour reconstruire bien, il faut former les meilleurs. Et quoi de mieux pour attirer les meilleurs que l'incentive d'une compétition. Nous sommes dans les années 47. Les Portugais se rapprochent d'eux et entrent dans la dynamique. Et puis, de l'autre côté des Pyrénées, cher Patrick Chemin, ils découvrent qu'il y a les compagnons du devoir. Et voilà un trio formé, et pendant des années, cette compétition était essentiellement tournée autour du bâtiment, des métiers du bâtiment. 70 ans plus tard, c'est 85 pays et c'est 62 métiers, du tailleur de pierre à la cybersécurité. Mais aujourd'hui, le métier de tailleur de pierre, l'épreuve tailleur de pierre de WorldSkills, pour un seul compétiteur, c'est à la fois un module digital, un module mécanique et un module de geste traditionnel. C'est donc une compétition qui est très liée à l'évolution des métiers dans nos entreprises. C'est organisé un peu, si vous voulez, comme des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il y a une organisation internationale et des comités dans chacun des 85 pays. Les comités, eux, sont très libres. Comment nous nous organisons en France? Ce sont les régions qui font un travail, dans certaines d'entre elles, vraiment impressionnant, pour organiser les sélections régionales. Et là, c'est un beau sujet de satisfaction, puisque nous sommes dans une période en ce moment de sélection régionale. Eh bien, malgré les difficultés financières des entreprises, malgré les difficultés de compétences des entreprises, eh bien, nous aurons près de 9000 jeunes qui vont s'engager dans les sélections régionales. La médaille d'or de chaque région, dans chacun des métiers, a droit à la médaille nationale. Et très globalement, les médaillés d'or nationaux ont droit à la finale mondiale et les médaillés d'argent à la finale européenne, les Euroskills. La France a gagné, c'est un hasard de date, mais en 2019, d'accueillir la finale mondiale en septembre
du 11 au 15 septembre 2024 à Lyon. C'est quoi une finale internationale? Ce sont 1600 jeunes médaillés d'or nationaux qui vont venir défendre leur titre mondial en France, à Lyon. Alors évidemment, c'est une occasion extraordinaire, c'est un cadeau fantastique pour WorldSkills France de prendre une dimension nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, globalement, comme 90% des instances WorldSkills dans les pays, WorldSkills France, c'était une très belle instance, une très belle organisation, mais très largement dédiée à l'excellence d'une équipe. Les prédécesseurs ont fait un travail absolument remarquable et le résultat, c'est que cette année, dans l'édition spéciale mondiale, en finale mondiale de 2022, eh bien, nous sommes arrivés le premier pays non asiatique. Les Suisses étaient derrière nous, les Autrichiens étaient derrière nous, les Allemands étaient derrière nous. Donc un remarquable travail d'excellence fait au service d'une équipe nationale. Alors évidemment, les finales ou les sélections régionales, quand elles sont en site unique, sont des vitrines uniques de valorisation sur la beauté des métiers, de valorisation d'une jeunesse extraordinaire. WorldSkills, c'est une énergie positive absolument fantastique. Moi, je découvre ça au quotidien. Je suis une présidente extraordinairement heureuse et ressourcée tous les jours, tant l'énergie est positive, parce que c'est une jeunesse talentueuse, c'est une jeunesse passionnée, c'est une jeunesse engagée, c'est une jeunesse qui est capable de faire des sacrifices, parce qu'elle s'est donné un objectif, un but, et elle veut y arriver. Et donc, les événements, que ce soit nos finales nationales ou les sections régionales, étaient des vitrines privilégiées d'orientation, mais sans un effort particulier qui était fait. Le fait d'accueillir la finale, évidemment, nous donne, avec la nouvelle gouvernance, et je suis trop heureuse d'avoir entendu tout à l'heure, de t'avoir entendu, Marie-Florence, parler de WorldSkills avec ton enthousiasme. Marie-Florence est ma vice-présidente chargée des territoires, et elle est vice-présidente de cette belle région PACA, en charge de la formation. Eh bien, nous avons finalement pensé qu'il serait extraordinairement intéressant et une chance pour nos jeunes, pour nos entreprises et pour le pays tout court, que cette excellence au service d'une équipe, eh bien, nous la fassions rayonner très très largement. Et que chaque jeune de notre pays, quel que soit son territoire, quel que soit son collège, quelle que soit son école de formation, eh bien, on puisse lui faire passer plusieurs messages. Le message qu'il a une part d'excellence en lui, le message qu'il a une part de champion, le message et l'expérimentation aussi, qu'il a une part de champion en lui. Le message que chaque métier est beau et qu'une médaille d'or de robotique industrielle, elle n'a pas plus de valeur qu'une médaille d'or de pâtisserie. Chaque métier est beau et il y a de l'excellence dans chaque métier. Tous ces messages, ils sont quelque part dans l'ADN de WorldSkills. Ce qu'il y a aussi dans l'ADN de WorldSkills et qui est formidablement riche et enthousiasmant, c'est que ce sont des jeunes. Et que quand les scolaires vont sur une finale, c'est un peu le grand frère ou la grande sœur qu'ils voient en compétition. Donc c'est beaucoup plus inspirant pour eux. Et donc nous allons utiliser le plus possible, nous avons créé une direction de l'engagement, nos jeunes champions, nous allons les transformer en ambassadeurs pour qu'ils aillent partout là où ils sont, donner envie d'oser un métier, d'oser le challenge, voilà, d'oser et de rêver de se réaliser. Donc notre raison d'être aujourd'hui de WorldSkills France, c'est remettre le métier au cœur de l'envie et de la fierté de chacun de nos jeunes. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Merci. J'espère que vous serez inspirés, vous aussi, par ces messages. Il me reste à remercier les intervenants, à vous remercier pour votre écoute et à vous inviter peut-être à nous rejoindre demain matin dans ce même amphithéâtre pour parler des transitions professionnelles.